Bienvenue Doc Seb. Bienvenue Christy. Alors, chacun a rencontré au moins une fois dans sa vie ce genre de profil alliant intelligence, niveau culturel, absence de valeur morale, égoïsme, défense agressive de ses intérêts, égocentrisme, absence d'empathie, mensonge et mythomanie. On parle de pervers narcissique encore aujourd'hui, mais sous un autre volet. On parle du comédien né, l'extraversion et l'orgueil, principalement chez le pervers narcissique. Cet individu est un comédien né, comme je vous le disais, qui s'intègre socialement avec extraversion et orgueil et combativité. Parlons-en, Doc Seb, et puis parlons de son côté justement comédien né. Comment le pervers narcissique peut jouer autant la comédie ? Alors déjà, on ne naît pas pervers, hein, on le devient. Il n'y a pas de génétique du pervers narcissique. On le devient par apprentissage. Et il va apprendre, depuis son enfance, il va apprendre aussi des mécanismes un peu manipulatoires, du mensonge, d'une certaine comédie, de se nourrir aussi des rôles et puis des personnes qu'il a autour de lui. Eh bien, ça va lui permettre aussi, chez lui, de se structurer dans cette perversion autour de cet aspect fondamental aussi qui peut avoir ce côté caméléon. C'est vraiment un caméléon qui va épouser un peu toutes les formes sociales et qui va être un comédien né. Et quelque part, dans sa comédie, qui peut être une forme de tragicomédie d'ailleurs, eh bien, il va user une forme de mensonge vis-à-vis des autres par cette comédie qui joue en réalité en permanence, en feignant des sentiments, des émotions, en utilisant des personnages et des émotions contrastées. Donc, c'est quelqu'un qui va pouvoir sortir de sa cape tout un tas de rôles qu'il va utiliser, je dirais, à l'infini. Et l'éventail de son jeu d'acteur, finalement, il est assez varié. Il va se renouveler aussi, puisqu'il se nourrit des uns et des autres, et que finalement, il n'a pas un self identifié en tant que tel. C'est vraiment, il va se nourrir dans ce faux self de tout ce qu'il va prendre chez les autres, ce côté un peu vampire. Et il va donner, d'ailleurs, l'image souvent d'une personne parfaitement calme à certains moments, ne s'énervant jamais, alors qu'à d'autres moments, on va voir que c'est tout le contraire. Il est toujours d'ailleurs intérieurement dans cette espèce de peau d'un autre. C'est pour ça qu'on peut parler d'un comédien né. Il n'est jamais vraiment complètement sincère, il va le feindre, il est toujours plus ou moins menteur et il va finir par faire croire à l'autre à ses mensonges, et finissant même par se dire que ça devient une vérité puisque l'autre finit par y croire. Il est toujours dans cette forme de jusqu'au boutiste où il va mentir comme un arracheur de dents. Il est jamais infidèle. C'est l'autre qui l'a poussé à faire telle et telle chose, mais de toute façon, c'est même pas de sa faute. Quelque part, c'est toujours ça. Et il va construire finalement ce jeu de fausse sincérité qui va tout à fait déstabiliser l'autre, puisque on va jamais faire savoir à quel moment finalement il est vraiment lui-même, puisque de toute façon il n'est jamais vraiment lui-même, sauf quand il est dans cette manipulation, dans ce narcissisme aussi, et on va dire que quelque part cette comédie qui va devenir une tragédie à un moment donné pour sa victime, eh bien c'est ces rôles qui va démultiplier tout au long, je dirais, de ce processus. Alors, est-ce que tu es en train de nous expliquer que dès le départ, en fait, finalement, le pervers narcissique ne peut avoir de sentiments? Il n'aime pas. Il joue la comédie dès le départ? Alors, il va jouer la comédie puisqu'il va sortir son jeu de charmeur, de séducteur professionnel, montrer, je dirais, son meilleur jour. Alors, tout le monde le fait plus ou moins dans la séduction, évidemment, mais c'est toujours un peu trop. Il va être pile où il faut qu'il soit. Il va repérer un petit peu justement les mots, les attitudes, les intonations, les émotions qui vont bien, et puis les stratèges qu'il peut mettre en place pour obtenir ce qu'il veut. Cette comédie, elle va toujours avoir un but, c'est de flatter son narcissisme, et puis surtout dans la phase d'emprise qui va juste après arriver, c'est d'asseoir son autorité sur l'autre aussi. Alors, imprévisible, caché dans l'ombre, il n'est jamais sincère et ment avec aplomb, il falsifie, il mélange sincérité, mensonge
et franchise. L'orgueil et l'extraversion font partie de son mécanisme. Peux-tu nous en dire plus ? Alors, bien sûr, on peut partir d'ailleurs de l'extraversion. La plupart, la grande majorité, on va dire, des pervers narcissiques sont extravertis. Alors, on peut en voir quelques-uns qui sont introvertis, mais ils sont un petit peu plus rares. Et ils sont souvent très appréciés au premier abord, justement parce que ils vont être toujours dans le mot qu'il faut, dans l'attitude, paraître sympathiques, séduisants, assez fins d'ailleurs. Ils sont assez fins psychologiquement. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'ils arrivent à leur fin, je dirais d'une certaine façon. Et ils ont souvent un talent pour retourner d'ailleurs l'opinion en leur faveur et emporter l'adhésion par rapport à leurs idées, même souvent les plus contestables. Et ensuite, on va voir effectivement l'autre face, c'est l'orgueil qui va arriver. C'est qu'à un moment donné, eh bien, cet orgueil va les dépasser. Et là, il va se doter finalement d'une grande combativité et d'une capacité de rebond qui est d'ailleurs assez remarquable. C'est, quand je dis ce sont des revanchards, ils vont développer cet orgueil et cette combativité, alors souvent dans un élan de mégalomanie d'ailleurs. Alors, qui va nourrir aussi leur narcissisme, et puis qui va aussi parfois se transformer par une ambiance un peu parano qu'ils vont mettre en place, qui va renforcer. C'est l'autre, c'est à cause des autres qui se comportent comme ça. Et c'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute de l'autre, de toute façon. Et cet orgueil, eh bien, ça va être aussi nourri par, je dirais quelque part, ce narcissisme. Ça va ensemble d'ailleurs. Ces victoires, elles sont sans fin et il va toujours aller en avant pour avancer et pour surtout nourrir cet orgueil au travers aussi de son narcissisme et aux dépens de l'autre. Alors, avec toutes les facettes du pervers narcissique, du comportement du pervers narcissique que l'on a pu développer avec toi et on n'a pas fini, je me pose quand même une question. Est-ce que le pervers narcissique est fou ? Alors, c'est une question qu'on peut se poser, évidemment. Alors, par exemple, l'une des premières qui s'est intéressée à la question, c'était Marie-France Hirigoyen, qui a développé cette idée que les pervers sont considérés comme des psychotiques un peu sans symptômes. Alors, dans une version analytique quand même, parce qu'en réalité, ils ne sont pas psychotiques. Ils n'ont pas perdu le sens des réalités, donc ils ne sont pas fous. C'est un calcul, c'est quelque chose de, je dirais, dans une perspective. Ils n'ont pas perdu la raison, ils ne sont pas dans une néo-réalité, ils n'ont pas d'hallucination, ils n'ont pas tous les symptômes de la schizophrénie, par exemple. Et ils ne sont pas non plus des grands paranoïaques au sens de la pathologie. En revanche, il y a des symptômes un peu mixtes de différentes pathologies. C'est un type de personnalité qui est structuré à la fois sur le narcissisme, cette idée de grandiosité, et d'avoir des capacités spéciales, et en même temps de la perversion et de la manipulation. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont fous, mais en réalité, ils font tout pour rendre l'autre fou. Ça, c'est quelque chose qui est un peu de leur capacité, leur don finalement. C'est cette capacité à rendre l'autre fou dans leur travers et à pouvoir jouer des failles de l'autre. Et ça, c'est tout à fait caractéristique aussi. D'ailleurs, on dit aussi sur un autre plan que certains pervers narcissiques se sont construits souvent à proximité, par contre, de personnes qui pouvaient présenter des éléments psychotiques et qu'ils ont construit aussi avec ça. Alors bon, il y a tout un tas d'hypothèses là-dessus, soit d'avoir hyper-valorisé de ce point de vue-là ces personnes, ou au contraire des vécus de carence. Enfin bon, il y a tout un tas d'hypothèses. Mais en tout cas, moi je dirais pas qu'ils sont fous. Ils sont calculateurs, ils sont dans leur standard, je dirais quelque part de réflexion et de logique perverse et narcissique, et quand quelque part ils peuvent être incriminés, par exemple sur des actes médico-légaux, des délits, des crimes, eh bien on ne va pas reconnaître la folie.
en tant que tel. On va reconnaître, au contraire, une personnalité extrêmement adaptée, même parfois trop, et on va reconnaître ces autres traits dont on parle, effectivement liés à la perversion, à la manipulation et au narcissisme. Hein. Ils se jouent de l'autre et des autres. Hein. Leur grande capacité, elle est là, hein, en tant que telle. Alors, est-ce que on pourrait dire que le pervers narcissique, finalement, est un psychotique sans symptômes? Alors, c'est ce que disait Marie-France Irigoyen, c'est qu'effectivement, il y a une forme de, on pourrait dire, psychose blanche, mais quelque part, c'est antinomique de dire il est psychotique et il n'a pas de symptômes. En tout cas, il a une structure qui est mixte autour. Moi, je dirais que c'est plus une forme de perversion. Hein, je dis ça parce que si on reprend un peu, par exemple, si on reprenait du point de vue d'une approche analytique, par exemple, bon, on voit trois grandes structures, la névrose, la psychose et la perversion. Bon, dans la névrose, je dirais, on a ce sentiment qu'on peut faire les choses, mais en même temps, on est dans la loi commune. On va avoir ce sentiment de culpabilité, on va avoir tout ce qui va avec, autour de la socialisation. Dans la psychose, on est hors réalité. Hein, on est dans une néo-réalité, souvent, et on n'a pas conscience tout à fait de ce qu'on fait. Dans la perversion, et c'est ça la logique, je dirais, du narcissique, et du pervers narcissique en particulier, c'est qu'on sait très bien quelle est la loi, mais on passe son temps à la détourner, on passe son temps à la transformer, à la pervertir et à l'utiliser à ses propres fins aux dépens des autres. On veut incarner la loi, on veut créer des lois, même on en fait, et on voit des gens qui ont cette caractéristique, qui vont créer aussi des lois un peu partout dans le monde, mais leur objectif, c'est qu'elles s'imposent aux autres, jamais à eux. Ils sont dans cette illusion un peu de toute puissance, quelque part, qui va avec leur perversion. Et c'est ça qui est tout à fait classique. Hein. Lorsque je t'entends parler, on parle de comédien né, d'extraversion, d'orgueil. Finalement, un pervers narcissique qui a donc tous ces comportements finit comment? Parce que à un moment ou à un autre, il est démasqué, Doc Seb. Donc finalement, les pervers narcissiques finissent seuls? Alors, les pervers narcissiques, en réalité, même quand ils sont accompagnés, ils sont assez seuls. Et c'est justement pour combler ce vide intérieur qu'ils vont se nourrir des autres. Et ils finissent comment? Alors, ils finissent, je dirais, et c'est un cycle. Une fois qu'ils ont une proie, ils vont tout faire pour ne pas la lâcher. Et dès que l'autre va vouloir s'en aller, hop, on sort un peu ses griffes, ou au contraire, on montre le visage de la séduction, et comme si tout revenait dans l'ordre. Et à un moment donné, quand ils vont être quittés, ils vont trouver une autre proie. Et d'ailleurs, en général, ils vont quitter où la personne va réussir à se détacher de ces personnes quand ils vont avoir trouvé une autre proie. Ils vont passer de proie en proie la plupart du temps et recommencer de façon, je dirais presque répétitive, compulsive, ce même type de scénario avec toutes les personnes qu'ils vont rencontrer, qui vont tomber dans leur filet, parce qu'ils vont toujours plus ou moins trouver des proies à un moment donné ou un autre. Après, le destin des uns et des autres, bon, effectivement, il y en a qui vont terminer seuls. Il y en a d'autres qui seront avec leur souffre-douleur, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir continuer à exercer cette emprise sur l'autre dans un couple, je dirais, qui n'aura que comme seule modalité une relation sadomasochiste psychique, mais pas une vraie relation saine. Hein. Voilà si ça peut répondre à ta question. Tout à fait. Alors, on a peu abordé ce sujet dans toutes les émissions que nous avons fait autour du pervers narcissique. Mais est-ce que un pervers narcissique peut aller jusqu'au drame? Oui, ça peut arriver. D'ailleurs, on a des cas en criminologie, on le voit dans les faits d'actualité aussi parfois, où effectivement, à un moment donné, dans le fait d'être démasqué, le fait d'être dans une rage et une destructivité, eh bien, il y a un effet d'emportement et de fuite en avant qui peut amener effectivement à des drames, voire à des meurtres. Ça peut arriver. Alors, heureusement, c'est extrêmement rare.
évidemment, c'est sûr. D'ailleurs, en général, ils font partie de ceux qui, quand ça arrive, eh bien, font tout pour camoufler ce qui s'est passé, hein, évidemment. Et d'ailleurs, ils sont assez habiles, en général, à le faire, hein. Ou alors, ça peut être carrément prémédité. On le voit chez certains dans des calculs. Bon, mais là, on rentre carrément dans un autre registre, qui est le registre de la criminologie, hein. Oui, parce que tu expliquais quand même dans une autre émission que le pervers narcissique, finalement, au niveau de sa personnalité, c'est quelqu'un de frustré, c'est quelqu'un qui a besoin de montrer qu'il existe, etc. Donc, il y a quand même ce sentiment de lâcheté, non? Oui, il y a une forme de lâcheté, clairement, chez le pervers narcissique. D'ailleurs, c'est lui qui va vouloir endosser les réussites, par exemple, dans le milieu du travail. C'est clair, toutes les réussites sont faites, même si en réalité, il n'y est pas pour grand-chose, bien souvent, et qu'il a utilisé toutes les autres personnes pour se valoriser. Mais en revanche, dès qu'il y a une situation de crise, c'est comme les rats qui quittent le navire, hein. Il n'y a plus personne. C'est-à-dire, c'est de la faute des autres. Et là, le châtiment pour ceux qui ont, on va dire, pas forcément réussi son entreprise ou ce qu'il voulait, ça va être souvent terrible. Donc, il va jamais assumer ses échecs. Ça, c'est une de ses caractéristiques. Il va continuer à justifier l'injustifiable. C'est très rare quand il va y avoir des personnes qui vont, à un moment donné, avouer ou dire qu'ils sont en faute. S'ils le font, c'est pour obtenir autre chose. C'est dans un autre intérêt. Il y a rarement de sincérité. D'où l'impression des victimes qui les ont rencontrées d'être niées dans leur individualité et leur qualité. Tu peux l'expliquer, ça? Alors, effectivement, c'est que les victimes, comme elles se sont souvent vouées corps et âme pour essayer de changer la relation, de modifier les choses, puisque ça fait partie de leur attitude hyper empathique, eh bien, à un moment donné, quand elles vont s'apercevoir que l'autre n'était qu'une illusion, on parlait d'un comédien né, de quelqu'un qui tire un peu toutes les ficelles, eh bien, il va avoir un sentiment de trahison, de déception, même de perte de sa propre identité, puisqu'elle a construit quelque chose dans ce lien. Alors surtout dans la relation amoureuse, puisque le principe de la relation amoureuse, c'est la confiance. C'est l'amour qui va avec, et c'est de partager de la sincérité, de l'intimité, et de s'épanouir ensemble. Quand elle va s'apercevoir que tout ça n'est qu'illusion factice, que de la fumée, quelque part, ça va être terrible, puisqu'elle va avoir l'impression d'avoir été complètement trompée, et pas forcément que d'un point de vue de l'infidélité, par exemple, du point de vue de l'identité même de la personne. On a eu des cas, par exemple, où des personnes avaient complètement manipulé l'autre à tel point qu'ils avaient presque deux identités. Hein, sans que ça soit un trouble de l'identité au sens psychiatrique du terme, parce que ça faisait partie de leur jeu, un petit peu. Et donc ça va être terrible, et ça peut les amener dans une grande détresse. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que du fait de ce rapport particulier avec le pervers narcissique et sa victime, eh bien, elles vont être, comme on dit, objectalisées, c'est-à-dire en termes psy, c'est-à-dire qu'elles vont pas être traitées comme un sujet, comme égal. Le rapport sera toujours dissymétrique. Et donc, à un moment donné, elles vont se rendre compte que ce qu'elles croyaient être de l'amour ou des sentiments ou tout un tas de choses, eh bien, ça n'était rien. Ça n'était rien d'autre, finalement, qu'une manœuvre destinée, on va dire, à les manipuler et à leur faire faire ce que l'autre voulait. Donc, elles vont être complètement flouées par l'autre, et elles vont se sentir déniées aussi dans leur propre valeur, dans ce qu'elles sont. Et ça, c'est le troisième point, parce qu'il y a une insistance, il y a presque un bombardement massif du pervers narcissique sur l'autre autour de son identité. Il n'est rien sans lui, elle n'a aucune valeur, elle est perdue sans lui, elle va être seule et personne ne va s'intéresser à elle. En gros, elle ne sera plus qu'un déchet sans lui. C'est vraiment le message du pervers, c'est-à-dire de lui montrer qu'il n'y a que lui qui peut la sauver. C'est ce qui fait que la personne a un moment, une détresse,
une perte totale d'estime d'elle-même. Donc, on voit ces 3 manœuvres-là chez le pervers, et c'est pour ça que la victime est souvent dans un état de détresse, de traumatisme aussi. On va trouver aussi ces éléments de traumatisme, de dépression, parfois qui va aussi avoir des tendances addictives, puisque de toute façon, il va lui dire qu'elle vaut rien et qu'elle ferait mieux de se droguer, ou qu'elle n'est qu'une droguée, ou je ne sais trop quoi. Et puis, ça peut même aller jusqu'à des personnes qui vont s'automutiler, même. Comme si elles étaient finalement réduites à néant par l'autre. Alors, heureusement, restons positifs, ça reste des cas quand même assez extrêmes de relations, parce que dans les pervers narcissiques, on a quand même plusieurs degrés. On a le pervers narcissique un peu léger, entre guillemets, le moyen, et puis le sévère qui, là, va utiliser de toutes les stratégies, avec souvent un délire mégalo autour de lui-même aussi, narcissique très présent et pervers aussi. On arrive sur la fin de l'émission, Doc Seb. Comment pourrais-tu aiguiller donc les personnes qui nous regardent aujourd'hui si elles tombent sur un pervers narcissique sans le savoir, mais en tout cas qui se rendent compte qu'ils sont des comédiens nés ou trop d'extraversion ou encore trop d'orgueil? Quand quelqu'un a trop confiance en lui, je dirais que on peut se poser la question, tiens, pourquoi il a autant confiance en lui? Pourquoi il a besoin des autres pour sans arrêt se valoriser? Quand on va percevoir qu'il y a un hyper-narcissisme, ça ne veut pas dire une bonne estime de soi, un hyper-narcissisme. C'est qu'on a besoin toujours des projecteurs pour se sentir vivre et exister. Quand à un moment donné, l'autre va aussi lui donner, je dirais, l'impression qu'il peut être tout pour lui et se rendre indispensable jusqu'à occuper toute sa vie et ses pensées. Quand à un moment donné, on se dit aussi que on a l'impression que le vent tourne, que l'autre va souffler le chaud et le froid, qu'on va commencer à avoir une série de reproches, une série de dévalorisation, que petit à petit, on va se sentir isolé, on va même plus s'autoriser à voir ses propres amis ou sa famille, parce que, comment tu peux fréquenter telle et telle personne, elles n'ont pas d'intérêt, etc. Quand on va sentir que cet étau arrive et commence à nous enserrer et que, quelque part, on se sent de plus en plus mal dans cette relation, c'est clairement qu'on est dans ce type de relation avec une personne qui a cette caractéristique perverse et narcissique. Et quand on va être dans cette situation, un peu comme l'addict, qui sait que la substance qu'il peut prendre est mauvaise, mais qu'il continue. C'est-à-dire quand on commence à se dire « ma raison me dit qu'il faut arrêter », toutes les personnes autour de moi me disent que ça ne va pas, que je vais de plus en plus mal, et pourtant je continue. Et je cherche toujours des solutions pour que ça aille mieux. Eh bien, c'est que là, on est vraiment dans cette logique-là de dépendance et d'emprise de l'autre, et il va falloir s'en sortir. Et pour s'en sortir, eh bien, il y a les amis, ça c'est très important. Il y a la famille, c'est aussi essentiel. Et puis, il va falloir aussi se reconstruire, et ça c'est la thérapie. C'est le suivi en psychologie qui me semble essentiel, qui va prendre pour certaines personnes 3, 6 mois, 1 an, parfois plus. Et puis après, une fois qu'on est mieux, c'est vraiment passer à autre chose. C'est pouvoir reconstruire sa vie. Et même si on a toujours une méfiance, parce qu'on aura toujours ces petites antennes qui vont nous dire « attention, évaluer les choses et à un moment donné, on va pouvoir revivre une autre histoire, que ce soit une histoire d'amour ou aussi une autre histoire professionnelle ou autre. Donc c'est tout à fait important. Voilà. Merci Doc Seb. Sébastien Guardero, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute. Merci. On se retrouve très rapidement. Merci Christine. À très bientôt. Bye.